Près de 3h30 de direct pour 15 invités. L'émission politique de France 2 organisait le 22 mai son dernier grand débat des élections européennes 2019. Aux côtés de plusieurs têtes de liste, participaient cette fois certains chefs de parti, dont Laurent Wauquiez, François Bayrou et Marine Le Pen. Nous avons convié les têtes de liste ou les chefs de parti en fonction des souhaits des partis. Pour une élection européenne, donc ça prouve l'importance que nous apportons à cette élection européenne. À 4 jours de l'élection, les débats ont parfois cédé la place à des attaques personnelles et à la cacophonie. Vous savez quoi, monsieur Wauquiez, j'espère qu'un jour vous aurez la possibilité de faire un débat au second tour de la présidentielle. J'aime beaucoup. Ce sont des faux culs, ce sont des hypocrites. Monsieur Jadot, je vous aime beaucoup en commentaire politique. Vous êtes centriste. Première cacophonie à 22h30, c'est raisonnable. Mais l'essentiel de la soirée est resté concentré sur des sujets concrets, proches du quotidien. Premier d'entre eux, l'écologie, avec en toile de fond le mouvement des Gilets jaunes et leur colère initiale contre la taxe carbone. L'écologie qu'on veut porter à l'échelle européenne, qu'on veut mettre au cœur du projet européen, sur laquelle on veut rassembler tous les Européens, c'est une écologie sociale, c'est une écologie qui combat la vie chère. Ceux qui doivent payer, ce sont les principaux pollueurs et les principaux bénéficiaires d'un système inique et injuste. Ce sont les plus riches, les 10% les plus riches, qui sont responsables de la moitié des émissions de gaz à effet de serre, qui doivent payer la note. On a pénalisé le producteur français, on a pénalisé l'entreprise française, on a pénalisé le pouvoir d'achat des Français. Et à l'inverse, on n'a rien fait pour les produits importés. À l'arrivée, c'est le même air, c'est la même eau, c'est la même planète. Et donc nous, ce qu'on veut, c'est retrouver le bon sens et commencer par pénaliser ce qui est fabriqué dans des pays qui ne respectent pas nos règles. Nous proposons de doubler la part du fret ferroviaire, c'est-à-dire de faire partir 2 fois plus de marchandises par le train plutôt que par camion. Ça suppose à l'échelle de l'Union européenne 30 milliards d'euros d'investissement. Juste un élément de comparaison, c'est 100 fois moins que ce que la Banque centrale européenne a versé aux banques privées depuis 10 ans. Autre thématique, le pouvoir d'achat. C'est le sujet numéro 1 pour les Français, selon un sondage présenté en début d'émission. Au rythme où on va, les grandes entreprises ne paieront plus un seul euro d'impôt en 2050 et en même temps, on augmente les impôts les plus injustes, comme la TVA, comme la CSG. Donc globalement, nous tous là, on se retrouve à payer le prix de l'incapacité d'agir de l'Union européenne contre l'injustice fiscale et contre l'évasion fiscale. On peut tout à fait avoir une fiscalité beaucoup plus juste. Simplement, il faut établir un rapport de force. Et c'est ça l'enjeu de ces élections. Il va falloir que le monde du travail se lève, y compris comme se sont levés les gilets jaunes, mais en mettant en cause, pas seulement d'ailleurs la politique anti-ouvrière de Macron, mais en mettant en cause aussi cette classe capitaliste qui aujourd'hui accapare toutes les richesses et confisque la possibilité de vivre dignement, y compris à ceux qui les font prospérer, les travailleurs. Quelle est la meilleure protection européenne de notre pouvoir d'achat? C'est l'euro. L'euro protège notre patrimoine. L'euro a protégé nos salaires. L'euro protège les retraités contre l'inflation. Et le pire choc qu'il pourrait y avoir sur notre pouvoir d'achat, c'est l'affaiblissement de l'euro. Quand il s'agit d'augmenter le pouvoir d'achat, c'est toujours trop cher. Mais en l'occurrence, on a augmenté d'1,5 milliard notre contribution à l'Union européenne cette année. On va encore l'augmenter d'1,5 milliard l'année prochaine. Oui, moi je viens dire que cet argent-là serait plus utile pour pouvoir augmenter le pouvoir d'achat des Français. Au cœur du débat, le protectionnisme économique. L'Europe doit-elle s'ouvrir davantage ou à l'inverse, se protéger de la concurrence étrangère? La question du protectionnisme, j'ai souvent envie de la poser à Madame Le Pen quand elle dit qu'il faut faire du localisme, il faut fermer les frontières. Qu'est-ce que vous faites de nos exportations? Chez nous, en France, il y a 1 emploi sur 3 qui est un emploi pour l'exportation. Si on veut que ce protectionnisme fonctionne, il faut ensuite qu'on ait des règles communes dans notre espace. Le problème, ce n'est pas que la Chine, le problème, ce n'est pas que les États-Unis de Trump ou même la Russie de Poutine, que pourtant je condamne. Eh bien, le problème, c'est aussi la compétition interne de l'Union européenne qui prive notre espace de toute forme de cohérence. Moi, je propose, avec Debout la France, que la France, à un moment, dise « on joue plus ». On interdit des produits dangereux sur notre sol. On refuse les magrets de canard qui viennent de Bulgarie et qui sont dégueulasses, pardonnez-nous, parce qu'ils ne sont pas aux mêmes normes. Ce n'est pas la faute des pauvres Bulgares. On respecte la France. C'est quoi le problème des traités de libre-échange? C'est qu'ils organisent le grand déménagement du monde. On baisse les barrières douanières aux frontières de l'Union européenne, ce qui fait qu'on va favoriser des produits qui viennent de l'autre bout de la planète alors qu'ils sont disponibles ici en France ou en Europe. Aujourd'hui, ces accords de libre-échange, ce n'est pas des accords pour que les blue jeans circulent. C'est des accords où on essaye d'harmoniser par le bas les normes. Un peu plus tard dans la soirée, la question des migrations
a été abordé, polarisant rapidement les prises de parole. Monsieur Bayrou avec Monsieur Macron, c'est juste protection européenne. Madame Le Pen, c'est juste protection nationale. Nous, ce qu'on pense, c'est qu'au contraire, il faut articuler, on est les seuls à faire cette proposition, une double protection de nos frontières. Nous considérons que les frontières nationales sont évidemment les plus sûres, les plus nécessaires et les plus sûres puisque nous les maîtrisons. On a besoin de prendre en charge, en effet, les migrants, le droit d'asile, tous ceux qui fuient parce que simplement ils fuient la mort. Et le jour où on ne ferait plus ça, nous ne serions plus l'Europe. Mais je ne crois pas que ça doive être imposé par Bruxelles. Nous, ce que nous proposons, la liste ensemble pour le Frexit, c'est qu'une fois la France sortie de l'Union européenne, ces aides par milliards que nous versons à des pays comme la Pologne, la Hongrie, sur lesquels on crache d'ailleurs, l'Estonie, la Lettonie, nous devons les orienter vers les pays du Sud pour qu'ils se développent et qu'ils puissent conserver leur population, parce qu'on ne quitte jamais son pays par plaisir. L'urgence pour l'Europe, c'est d'investir massivement dans le développement de l'Afrique. L'Afrique est notre seul voisin, comptera 2,5 milliards d'habitants en 2050, qui ne peuvent venir que chez nous si leur continent s'effondre. Soit ce sont 2,5 milliards de clients, de partenaires privilégiés, y compris du fait de nos liens historiques, soit ce sont 10,5 milliards de gens déstabilisés, dont beaucoup seront des migrants. Je préfère les premiers aux seconds. Nous ne pouvons pas organiser notre relation au continent africain dans le fait que dans 30 ans, les jeunes Africains diront que non seulement on les a colonisés il y a 2 siècles, mais en plus, au moment où ils avaient besoin de partenariat, nous leur avons fermé la porte. Bien sûr, il faut un mécanisme européen de coordination, il faut un mécanisme européen, mais il faut aussi de la cohérence, parce qu'il faut remettre un peu d'humanité là-dedans. L'importance pour nous autres, pour le genre humain, de l'entraide, de la coopération, de la solidarité, de l'intelligence durant toute l'évolution humaine, c'est ce qui nous a permis de survivre. Au-delà des invectives et des clivages, quasiment tous les invités ont finalement voulu rappeler l'importance du vote du 26 mai prochain. Un moment décisif à leurs yeux pour la France, l'Europe, voire l'humanité. C'est un vote du siècle parce qu'il faut sauver le climat, parce qu'il faut sauver l'Europe, parce qu'il faut sauver la biodiversité. Mettons un carton jaune au système. Les Gilets jaunes, depuis 6 mois, ont porté la révolte des Français dans la rue. Je demande aux Françaises et aux Français aujourd'hui de porter leur révolte dans les urnes, la révolte par le vote. Jamais à l'intérieur même de l'Europe, il n'y a eu autant de gens qui portent le projet de la disloquer. Parce que, évidemment, ces puissances-là, elles savent une chose, c'est que si l'Europe est divisée, c'est eux qui régneront. Je m'adresse à ceux qui ont espéré il y a 2 ans et qui ont été déçus par la politique qui a été menée. Vous n'êtes pas condamnés à voter pour les extrêmes. Ce vote, c'est aussi, je crois, la seule alternative populaire aujourd'hui face à l'urgence climatique d'un côté et l'urgence sociale de l'autre. Si Emmanuel Macron arrive en tête lors de ces élections, il va se sentir légitimé. Il va très probablement accélérer les réformes antisociales qu'il a commencé à mettre en œuvre. Monsieur Macron, il ne pense pas aux européennes, il pense à 2022 et sa réélection. Et il essaie de vous enfermer dans un débat préfabriqué avec le Rassemblement national, parce que depuis le débat de second tour catastrophique, il sait très bien que c'est sa seule chance, c'est son assurance vie. Pour répondre aux inégalités, il faut qu'on se mette d'accord, de Varsovie à Paris. Parce que si jamais nous ne sommes pas ensemble européens pour le faire, eh bien évidemment tout cela restera du blabla.